C'est-à-dire, le bon sens veut dire que tu arrêtes, c'est-à-dire que toi-même tu réfléchisses. Un gars, c'est-à-dire quand je vois ça, je me demande que, là, ce n'est pas une moquerie que j'aimerais faire sur ce que je vais dire là tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous ici qui me suivent, très probablement ont le niveau bac. Beaucoup d'entre nous sont allés à l'université. Qu'est-ce qui est dur de comprendre dans ce qu'il vient de dire là? Il veut dire, est-ce que c'est mystique? C'est un calcul que toi-même tu as fait en coup moyen de sixième déjà. Bon, peut-être pas sixième, mais au plus tard en quatrième, tu vois dans les pourcentages. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Donc, pour comprendre ça, il ne faut pas que tu aies goût loin à l'école. Vers 3, 4e, là, on commence à faire les pourcentages. Un gars prend 40% de ton argent. Un gars prend ton argent. Il retire 40%, 40% pour lui. Il place le reste qui tourne dans les 2%. Donc, sa rentabilité ne fait même pas que tu n'arrives même pas à rembourser ses frais. Tu n'arrives même pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi quand l'assureur t'envoie le papier, parce que les assureurs, on envoie le papier chaque année, hein, donc ce n'est pas comme... Après, on aime souvent dire que les assureurs sont les menteurs, les voleurs. Chaque année, c'est l'obligation. Ils t'envoient le résumé de l'argent que tu as investi. Ils t'envoient combien il a coupé comme coût. Ils t'envoient ce que ton argent a rapporté. Mais c'est clair, non, mon frère? Toi-même, prends le même papier là. Regarde. Le papier-ci. On m'a coupé combien comme frais? On a placé combien et on a eu la rentabilité de combien? Au plus tard en 4e, tu sais déjà que tu es en train de perdre. Quand tu es à niveau 4e, c'est que tu es en train de perdre l'argent dans le business. Au plus tard. C'est-à-dire que pour ça, c'est pas mystique, quoi. Mais nous, on est là. On a eu le bac. On a même licence. Certains ont le doctorat. Mais on est toujours dans ce genre de contrat. Pourquoi? Pourquoi on est toujours dans ce genre de contrat? Pourtant, une simple lecture des résumés qu'on envoie en fin de chaque année, tu sais que si ton argent est en train de brûler ou pas. Ce n'est pas caché. Il vous a menti dès le départ qu'ils allaient vous donner 4, 5, 6%. Mais quand il t'envoie le papier, tu vois que mon gars, la rentabilité n'arrive même pas à couvrir les frais. Les frais qui coupent. Mais pourquoi tu le fais toujours? Pourquoi? Un simple calcul mathématique te permet de savoir que dans ce business, si tu es en train de perdre ton argent. Maintenant, vous avez dit que bon, quelle est l'alternative? On va aussi en parler. Maintenant, malheureusement, c'est que, voilà, beaucoup d'assureurs, hein, pour ceux qui peut-être pas tous, beaucoup ne s'intéressent peut-être pas, mais avec le temps, eux-mêmes se sont rendus compte que il n'y a que les Mbutuku qui signent encore les Kapitallebenversicherung, les Fondsgebundene les Fondsgebundene Rentenversicherung. Donc, il n'y a que les pigeons qui signent encore ça. Comme ils le savent maintenant, mais que c'est un produit financier là où ils se sucrent bien l'argent, ils ont commencé à vendre ça en Kombi-Verträge. Donc tu vas peut-être venir dire que je veux mon Risikolebenversicherung. En passant, Risikolebenversicherung, on va faire une parenthèse. Excuse Risikolebenversicherung. Le Risikolebenversicherung, moi j'ai dit, tout le monde qui vit en Allemagne doit l'avoir, que tu sois étudiant, travailleur.
vous devez avoir un Risikolebenversicherung. C'est quoi? En fait, le Risikolebenversicherung, qui est différent du Kapitallebenversicherung. Mais il faut le dire, ça m'énerve que nous, on le traduise toujours ça en assurance vie. Ce n'est pas la même chose. Mais malheureusement, on continue à dire assurance vie. Donc, ce fait que quand quelqu'un ne connaît pas la différence des deux, il entre dans le prochain bureau ou bien dans le prochain bureau d'assurance, il vient dire qu'il veut l'assurance vie. Et qu'est-ce qu'on va lui présenter? Naturellement, on va lui présenter le Kapitallebenversicherung parce que c'est là où on se sucre. C'est là où les coûts, la banque, ton conseiller a le plus de mougnon. Toi, tu n'as rien. C'est ça qui va te présenter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas mettre dans le titre de ce live ou de ce podcast assurance vie. Parce que ce n'est pas ça. J'ai bien spécifié Kapitallebenversicherung. Parce que c'est différent. Donc, on revient dans ce Risikolebenversicherung. Risikolebenversicherung dit, en fait, je couvre un fait. Donc, je reste comme ça, je dis que, donc, si je die dans les 10 prochaines années, je prends un étudiant, si je die dans les 10 prochaines années, si ma mère, peut-être je n'aurais pas fini au school, ou bien peu importe, fini au school ou pas, car ma mère au pays va beaucoup me pleurer, mon corps va aller où, c'est que nous les Africains, on aime trop enterrer au village et tout et tout. Il faut quand même que si je meurs dans les 10 prochaines années, si quand on donne un petit argent là, on rapatrie mon corps, ma mère au pays ne souffre pas, comment elle va faire mon corps, quand on ne fait pas les appels sur Facebook, il faut cotiser un compatriote des morts, surtout que bon, il y a l'histoire récente qui est sortie, les gens dans le monde comprennent quoi. La fille, le modèle de fille qui est sorti là. Tu dis, ok, je donne un assureur, je paye l'assureur. Les Risikolebenversicherung, quand tu prends pour les coûts de durée, les bons Risikolebenversicherung, c'est combien l'année? Même pas 50 euros, 30 euros, c'est même plus. J'avais posté ça sur mon mur privé. C'est pas cher, quoi. Bon, mais ceux qui vont suivre ce live, plutôt par le podcast, je vais encore poster ça dans le show notes du podcast. Voilà, et vous pouvez, je crois que j'avais sorti 3 ou 4 là, quoi. Vous pouvez aller et comparer et prendre le contrat. Donc, Risikolebenversicherung, vous dites que si je meurs dans la période-ci, on donne, vous pouvez décider, ça peut être 10 000 euros, ça peut être 15 000 euros, ça peut être 20 000 euros, ça peut être même 100 000 euros, ça peut être 150 000, ça peut être 200 000 euros qu'on va laisser à vos ayants droit. Donc, en signant le contrat, vous allez mettre peut-être le nom de votre mère, de votre père, de votre épouse, de votre frère, que c'est lui. Et bien sûr, il faut l'informer que bon, si je meurs, voici le papier. Si je meurs, voilà l'assurance ici avec mon acte de décès, voici l'argent qu'on va te donner. Bien sûr, vous l'informez ça. Et ça nous coûte, en fonction de la durée. Désolé à qui m'appelle là. Désolé à les amis. Je suis obligé de... Qui m'appelle là? Ok. Voilà. Désolé pour l'interruption. Donc, le prix varie en fonction de la durée. Je veux dire, celui qui va prendre pour 10 ans, son prix sera différent de celui qui va prendre pour 20 ans. Celui qui va prendre qu'on va verser à ses ayants droit 10 000 euros, son prix, ça sera différent pour 100 000 euros. J'ai seulement parlé au cas où sur le rapatriement de corps au pays, mais ce n'est pas seulement ça. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir des enfants. Vous vous dites que mes enfants, si, voilà, actuellement, je n'ai rien mis pour eux de côté, que si je die maintenant, là, voilà, ils sont encore petits, il faut qu'on leur donne quelque chose pour que ça les aide un peu dans la life. Ça peut être pour les études. Ça peut être que, bon, ok, si je die, il n'y a plus une source de revenu qui disparaît. Ça peut être un truc que, bon, ok, on va donner l'argent au partenaire. Le partenaire saura que, bon, avec les enfants, ça va pas continuer à financer cette charge-là que l'autre partenaire aura, quoi. Mais on peut encore plus loin. Lorsque, par exemple, vous avez pris un crédit immobilier de nos jours, généralement, les banques vont vous dire, est-ce que vous avez un Risikolebenversicherung? Pourquoi? Si vous avez pris je te donne un exemple, un crédit immobilier, la banque veut certaines assurances que si tu die maintenant, ou bien un de vous va pris à 2 en tant que marié, ou bien seul, si l'un de vous die, ils sont un peu couverts, quoi. De telle sorte que si une source de revenus quitte,
l'assurance que voilà, la personne qui est restée, je veux dire, si vous êtes marié, je prends le cas standard, c'est que vous êtes marié, vous avez acheté un appartement ou une maison. Le fait qu'un part, ça veut dire que c'est une source de revenu qui part. Ça veut dire que le remboursement du crédit immobilier, très probablement, va commencer à être bancal. Or, lorsque vous avez cette assurance-là, lorsque quelqu'un décède, il prend cet argent-là, il va donner à l'assurance. Et dans ce cas, si vous dans cette situation-là, que vous avez pris un crédit immobilier, ou bien que si vous comptez prendre un crédit immobilier, c'est bien de prendre une grosse somme. Vous dites que bon, ok, on a pris un crédit, je donne un chiffre, 300 000 euros. Si je dis maintenant, est-ce que l'autre a les capacités de payer le reste? C'est mieux, je prends un Risikolebenversicherung de, je donne un chiffre, 100 000, 150 000, 200 000, et pourquoi pas 300 000, si vous pouvez le payer. Comme ça, si je meurs, l'autre partenaire prend l'argent là, rembourse le crédit immobilier. Donc, ça fait que même s'il reste encore le crédit, ce n'est plus beaucoup. Il peut continuer à payer le reste parce que, voilà, il faut qu'elle continue. Voilà, on a pris le crédit à 2, on a commencé à payer à 2. Éventuellement, il y a les enfants. Il ne faut pas que du jour au lendemain, voilà, parce que l'autre partenaire ne peut plus rembourser le crédit immobilier là, elle soit obligée de vendre, chercher une nouvelle maison, toutes ces tracasseries là. Donc, voilà par exemple 3 cas là où ce serait intéressant d'avoir un Risikolebenversicherung. Le Risikolebenversicherung, si vous le prenez sur une somme, une durée, je donne un exemple, 10 ans, et que vous ne mourrez pas, vous ne recevez pas d'argent. Donc, ce n'est pas une épargne. C'est juste que vous vous dites, vous assurez le cas où si vous mourrez pour une période de temps. Donc, ce n'est pas que si vous ne mourrez pas, cette période de temps-là, on va vous rembourser. Non. C'est pour ça aussi qu'elle est moins chère. Ça ne coûte pas grand-chose. Annuellement, en fonction du montant, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, même un étudiant aujourd'hui, par an, il peut mettre 30, 40 euros, il est couvert. Et un étudiant, naturellement, si un étudiant vient dire que il veut faire Risikolebenversicherung pour une somme, je donne un exemple, 100 000, même l'assureur va dire que mais tu es étudiant, tu veux de 100 000 euros, tu veux une couverture de 100 000, c'est bizarre ça. Où sont tes revenus? Qu'est-ce que tu veux couvrir, toi qui es étudiant? Donc c'est pour ça que pour les étudiants, il faut faire attention. N'allez pas demander les grosses sommes, parce que l'assurance va très probablement, vous n'allez pas le recevoir. L'assurance va vous refuser, mais vous pouvez bien sûr essayer sur une autre assurance. Donc quand vous êtes étudiant, c'est mieux de prendre les petites sommes. Je crois que la somme minimale, ça tourne entre 20 et 25 000 euros. Ce qui fait que ça va vous coûter environ, comme je dis, même pas 50 euros l'année. Même pas 50 euros l'année. Et quand vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez peut-être un crédit immobilier, vous pouvez prendre une assurance vie un peu conséquemment à cette responsabilité-là que vous avez. Bon, c'était comme ça un petit parenthèse sur les Risikolebenversicherung qui sont différents des Kapitallebenversicherung ou bien Fondsgebundene-Lebenversicherung, ainsi de suite. Donc, comme je disais, les banques aujourd'hui, ou bien les assureurs aujourd'hui savent que le Kapitallebenversicherung, ce n'est plus, voilà, tout le monde, celui qui est un peu informé ne signe plus ce contrat-là de manière volontaire. Alors, on vous mélange dans des combis Fairtrade. Donc, tu vas vouloir peut-être dire que, ok, je veux un BAF par Fairtrade. L'assureur va dire que, si tu prends le combi, on peut t'ajouter un Kapitallebenversicherung derrière, ça va te revenir moins cher et tout. Ou bien, je veux prendre un Risikolebenversicherung. On va dire, tu sais quoi, si tu ajoutes même un Kapitallebenversicherung, on va te mélanger ça, on va te moncher là, dans une combinaison là que tu vas croire que ça te revient moins cher. Le premier inconvénient des contrats qui sont combinés, c'est que c'est inflexible. Donc, si vous constatez, par exemple, que l'un de ces contrats qu'on a combinés est mauvais, vous ne pouvez pas quitter d'un. Parce que si vous quittez d'un, vous serez obligé, si vous résiliez un contrat, vous serez obligé de résilier aussi les autres contrats. Or, peut-être sur la combinaison, là, il n'y a que un ou deux qui sont bons, quoi. Et il y a un qui est mauvais. Vous ne voulez pas juste ce un-là qui est mauvais. Le fait que ça soit un contrat combiné, voilà, ça a une influence. Donc, c'est pour ça que moi, généralement, je dis évitez les combis Fairtrade. Évitez ça, ces contrats combinés-là. Évitez-les. Parce que si après, vous trouvez mieux ailleurs, vous ne pouvez pas quitter. Parce que sinon, ça a influence. Donc, ça veut dire que vous attachez un boulet au pied, que vous êtes obligé de transporter toute la vie seulement parce que c'est un combi Fairtrade. Donc, les assureurs le savent. Donc, c'est pour ça qu'on va vous montrer toujours dans
dans les contrats importants, ça peut être même le Beruf und Versicherung. Là, on va vous dire que bon, ok, si tu prends le Beruf und Versicherung, nous on a même un capital et une Versicherung. Là, normalement, si tu prenais séparément, ça allait être, disons, 100 euros. Mais si tu prends les deux, on va te faire 80 euros. Tu vas dire que, c'est aussi une Versicherung, non? Ça, tu prends ça. Oh, voilà, le capital et une Versicherung, c'est de la Scheiße. Institution Scheiße, brauchst das nicht. C'est Scheiße, man. Ne fais pas ça, ne signe pas ça. Non, tu dis, je veux seulement ça, uniquement. Je parle de ma propre expérience. Quand je voulais signer mon Beruf und Versicherung, je ne sais plus quand. Je venais de commencer au travail. J'appelle l'assureur. Je dis, écoute, je vais. Il dit, viens, il m'invite dans un bureau. Même un samedi. Ce jour-là, même ouvert extra, même un samedi. Parce que je travaillais. Et je lui avais dit que bon, en semaine, c'est pas possible. Mon travail, mes heures de travail sont trop longues avec les voyages et tout ça. Il m'a ouvert spécialement m'invité chez lui le samedi. Avant de commencer, on a un peu de café et manger de croissants, quoi. Donc, mais je savais déjà, j'étais averti à l'époque. Il était en train de vouloir me conditionner le cerveau pour bien aimer mon champ. Donc, je m'étais déjà renseigné. Et je savais que c'est eux qui offraient les bons Beruf Versicherung à l'époque. Beruf und Versicherung à l'époque. Donc, je voulais seulement ce contrat-là. Mais je savais qu'il vendait d'autres, mais je voulais seulement ça. Donc, on vient me parler, après, il me mange, il dit que... Donc, on vient la conversation, il dit que non, en fait, il fallait être quand même poli. J'avais quand même bu son café et chop ses croissants. C'était des bons croissants, hein, sa femme m'avait bien préparé. Sa femme m'avait bien préparé. Donc, je lui dis que, bon, on finit comme ça, il dit que non, je veux le capital des mêmes personnes. Ce qu'il fait à la plus, c'est qu'il m'envoie à la maison. On finit comme ça, hein, on n'avait rien signé parce qu'il était un fermite là. Donc, c'est sa centrale qui devait m'envoyer le papier à la maison. Donc, j'arrive à Centrale, je vois que c'est un combi Fairtrack. Vous savez ce que j'ai fait? Je savais que c'était l'un des meilleurs bureaux professionnels. J'ai d'ailleurs dit que ça, c'est la malhonnêteté. J'ai appelé à Centrale, j'ai dit que je ne veux même plus ça. Parce que je ne peux pas me séparer avec quelqu'un. J'ai dit, je veux bureau Versicherung. Il m'envoie un truc combiné. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un Scheiße capital et même Versicherung? Déjà, si vous avez un contrat de depuis, c'est-à-dire qui est encore à 4%, 3%, vous pouvez le garder. Mais ça, c'est les contrats des années très longtemps. Quand je regarde dans mes statistiques, ça, c'est les contrats des années 2000. Ça, c'est les contrats des années 2000 jusqu'en 2000. Donc, si vous avez signé un contrat à partir en 2000, ok, vous pouvez encore le garder parce que les garanties de là sont encore élevées et c'est au-dessus de l'inflation. Mais après, là, ça devient critique. En 2004, c'était 2,75. On peut encore accepter jusqu'en 2007 parce qu'en 2007, c'était encore 2,25. Je dis ça pourquoi c'est encore acceptable? Parce que c'est déjà au moins au-dessus de l'inflation. Ça ne va pas vous rapporter, à la fin, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Mais quel produit existe encore qui vous garantit? Parce que moi, je parle des garanties. C'est le critère le plus important. Les intérêts qu'on vous promet, c'est le vent. Il n'a aucune obligation de respecter ça. Aucune. C'est pour ça que pour moi, la base de comparaison, c'est la garantie. Le Garantiezins. Donc, je ne peux pas venir dire, comparer un contrat qui a un Garantiezins, je donne un cycle de 4%, avec un contrat qui a un Garantiezins de 0,9%. Ça ne fait pas de sens. Parce que celui qui a un contrat de 4%, au moment où on descend, tu dois me donner 4%. Celui qui a un Garantiezins 0,9%, peut-être tu peux me donner 4%. Peut-être, moi qui ai un Garantiezins de 4%, tu dois me donner 4%. Et quand on regarde les tendances ces dernières années-ci, c'est pas les 5 dernières années-ci, on a en tourné autour de 2, quelque chose de pourcent. L'âge au-dessus de l'inflation. Et ça, ce n'est pas garanti. Donc, je ne peux pas comparer, je ne peux pas faire une comparaison entre les intérêts promis et garantis. La seule comparaison qui doit avoir lieu, c'est les garanties. Parce que c'est seulement à ça que vous mesurez votre contrat. Ce qui est promis, je dois dire, la promesse n'engage que celui qui y croit, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a été piégé? Celui qui sont avant 2007, donc 2007 en rentrant, vous pouvez encore dire que, ok, vous avez encore plus ou moins les bons contrats. Ne touchez rien, continuez à faire comme vous faites. Continuez à cotiser. Parce que vous êtes au moins au-dessus de l'inflation. Mais après, surtout à partir de 2012, là on parle de 1,75. Non, même pas 2012, 2010. On parle de 1,75%. On n'est même plus au-dessus de l'inflation. Grâce des eaux. Vous là, c'est que si vous avez déjà dépassé,
si vous avez, à partir de cette date-là, donc 2010, si vous avez signé un nouveau contrat à partir de 2010, et que vous avez dépassé les 5 premières années, parce que les 5 premières années, qu'est-ce que vous faites? Votre argent part majoritairement dans les Abschlussgebühr, Abschlusskosten, Vertriebskosten. C'est là presque toutes vos cotisations vont. Donc, si vous avez déjà dépassé cette période, ces 5 premières années-là, ok, vous êtes déjà mouillé. À partir de la 6e année, on ne vous coupe plus les Abschlusskosten. Ça ne veut pas dire que vous payez les kosten, mais au moins, on ne coupe plus cette grosse partie quoi, des coûts. Là encore, laissez votre contrat sans le toucher. Continuez à cotiser. Mais si vous êtes inférieur à 5 ans, vous pouvez ce qu'on appelle Freistellen. Dans un beitraglos Freistellen, c'est-à-dire quoi? Vous ne résiliez pas le contrat, mais vous ne cotisez plus. Pourquoi? Pourquoi cotiser alors qu'on chaque année on va te couper les gros Verwaltungsgebühr et les grosses Verwaltungsgebühr? Parce que c'est trop cher, trop cher. C'est énormément cher. Pourquoi continuer à payer ça? Mais attention, si vous êtes dans un Kombi-Vertrag, qui est un truc, il faudra maintenant vous renseigner dans les contrats de votre assurance, quelle est l'influence si vous décidez de Freistellen rien que le capital Lebensversicherung. Parce que très probablement, il y a l'influence, si vous voulez les contrats combinés, qu'il y a une influence, que ça peut avoir une influence. Là maintenant, c'est votre travail aussi d'utiliser ça. Donc, avant de résilier, donc si vous arrivez qu'on vous a vendu le plus mauvais contrat, et que les coûts sont tellement élevés et que la rentabilité est pire comme les contrats de ces dernières années, pratiquement ces 5 dernières années, parce que c'est la merde ces 5 dernières années. Garantie est très bas, la rentabilité est une killer, bring nix. C'est-à-dire que tu es perdant dans le business. Ne le résilie pas forcément. L'avantage, c'est qu'en allemand, vous pouvez vendre vos assurances vie. Vous vendez à les sociétés qui achètent les assurances vie. Vous pouvez les vendre. Comment le vendre? Je vais mettre les liens des entreprises, ou bien des banques ou d'assureurs qui achètent les contrats d'assurance dans le show note du podcast, parce que l'émission est aussi enregistrée pour le podcast. Je vais mettre le show note. Vous pouvez aller là-bas, aller sur le site internet, vous renseigner, appeler, savoir comment vendre vos assurances vie. Donc, ça, c'est ce que moi, je truc. Et voilà, encore un autre tips. Si vous doutez de ce que moi, Joël, je suis en train de dire, vous pouvez contacter l'association des consommateurs de Hambourg, Verbraucherzentrale Hambourg. Ils se sont spécialisés dans l'analyse des contrats d'assurance vie. Si vous dites que Joël, là, les Camerounais, il vient seulement sur les lives, il vient nous mentir ici, alors qu'il ne connaît même rien. Il connaît même ce que les assurances là connaissent. Ils se disent que tous les assurances là qui connaissent, qui ont des millions d'argent là, peuvent mentir aux gens. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je suppose que vous pouvez aussi croire l'association des consommateurs. Non? Je veux dire, à défaut de me croire, vous pouvez au moins croire l'association des consommateurs. Et l'association des consommateurs, le Verbraucherzentrale de Hambourg, c'est spécialisé dans ça. Vous les appelez, quoi que vous payez 25 €, ils vous analysent votre assurance vie et ils peuvent vous dire ce que vous pouvez faire. Même c'est 50 €. Mieux vous payez 50 € et être sûr que vous faites, c'est un meilleur investissement pour l'analyse, les démarches à suivre que de continuer à payer pendant 20-30 ans, de perdre l'argent inutilement comme ça, quoi. Voilà. Donc, ça c'est en gros ce que je voulais parler de ce qu'on appelle Capital Lebensversicherung. Fonds Lebensversicherung. Fondgebundene Riester-Rente et Privatrente. Ich scheiße. Si vous avez fait ça ces 5 dernières années, ich scheiße. C'est la réalité. Ne vous laissez pas manchon par un gars qui vient vous dire que wow, faut penser aux enfants. Maintenant, vous allez me demander que oui, c'est bien beau. Et si on résilie, et puis quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour ma retraite? Voilà, bienvenue sur le podcast Mes Finances à moi. Ici, on parle d'argent, comme on parle de musique, foot et mode. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous faire? Vous faites simple. Le même argent que vous donnez aux salopards là, qui mangent votre argent, vous mettez ça dans les ETF. Vous mettez ça dans les ETF. Le même argent. Parce que si vous avez signé un capital de même Lebensversicherung, vous ne l'avez pas signé pour 2 ans. Vous l'avez signé pour
ça va peut-être 10, 15, 20 ans. Vous faites la même chose. L'avantage avec les ETF, c'est que vous ne payez pas ces bizarres Abschlussgebühr, transactions-Gebühr. Bon, ok, transactions-Gebühr, mais vous payez ça dans les ETF, même sont très minimes. On parle autour de 0,2%. Donc, c'est-à-dire que si vous donnez 100 euros, on va investir 98 euros. Or, le capital des mêmes seront est constant. Vous donnez 100 euros, avec beaucoup de chance, on investit seulement 70 euros. Quoi. Bon, vous voyez dans la différence quand on part déjà sur le mauvais pied. Donc, maintenant, vous allez me dire que, Joël, quel ETF? Voilà, écoute ce podcast. Surtout, si tu viens d'arriver sur ce podcast, je te conseille d'écouter du premier épisode jusqu'au 8e épisode. Si tu as assez écouté et tu te demandes que bien, je vais passer à l'action, commence peut-être par l'épisode numéro 8. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont un peu avancés ou bien qui me suivent déjà depuis un bout de temps. Voilà, quoi. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. On va regarder s'il y a des questions là. Donc, si vous avez des questions, balancez la sauce. Et voilà, ici on va parler d'abord de capital des mêmes faits sur rond. J'espère que vous avez des questions, mais si vous n'avez pas de questions sur les capital des mêmes faits sur rond, on peut parler éventuellement d'autres choses, quoi. Donc, on va dire encore environ 15 minutes pour les questions. Sinon, voilà, quoi. C'était bon pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais parler. Normalement, j'aurais voulu partager avec vous l'exemple. Voilà, on va essayer de faire. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce que j'ai une possibilité de partager mon écran quand je dois commencer mon live ici? Est-ce que j'ai toute cette possibilité-là? Je vais regarder ça. Où est Facebook? Malheureusement pas. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Non, malheureusement pas. C'est ce que je ne vois pas dans ces écrans. Mais bon, si vous regardez l'image que j'ai postée de la capture, bon, la photo d'un capital Eben Ferguson, vous allez voir déjà que voilà, on prend dans le cas que j'ai posté, c'est quelqu'un qui paye 100 euros chaque mois. Donc chaque mois, il paye 100 euros. Donc en un an, il a versé 1200 euros. Sur les 1200 euros là, il a les Abschluss et Vertriebskosten de 222 euros. Attention, les Abschluss et Vertriebsgebühr, on vous coupe ça les 5 premières années de votre contrat. Et ce n'est pas fixe, c'est un pourcentage de votre versement. Donc ce n'est pas comme s'il décide de payer maintenant, disons, 500 euros, on va tout couper 222 euros. Non. C'est un pourcentage. Donc, on voit que dans notre exemple ici, il verse 1200, on retire, il verse 1200 euros, on coupe déjà 2222 euros. Donc, on a coupé, c'est combien? Un sixième, c'est ça? 200, non, 1200. 200, ça aurait fait combien? 200, on aurait coupé un sixième. On coupe là un sixième. C'est-à-dire un sixième, c'est combien en pourcentage? Si on veut taper la calculatrice ou la calculatrice là. Donc, il paye 1200, on tape la calculatrice, divisé par 222 divisé par 222 divisé par 1200. Donc, rien que les Vertriebskosten, c'est presque 19%. Donc, vous vous rendez même compte. Donc, tu lui donnes un gars 100 euros, il coupe 19 euros pour lui. Ok, j'ai dit que bon, ok. Bon, après, s'il fait le bon travail et que, voilà, il rentabilise les 19 euros là, il peut plus, pourquoi pas? Il mérite son salaire. On ne demande pas aux banquiers de travailler pour nous, genre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Verfallsumkosten. Verfallsumkosten, lui, il ne quitte jamais. Donc, pendant tout ton contrat, tu vas payer les Verfallsumkosten. Et dans ce cas-ci, c'était 114 euros. 114 euros. Si on tape la calculatrice, on fait 114 divisé par 1200.
ça fait 10%. Donc, on a les 19% qui avaient fait le trip costing, plus 10%, ça fait 29%. Donc, 29%. Donc, voilà les gars. Vous allez me dire que bon, ok, les faits trip costing, mais absolument c'est les 5 premières années. Oui, mais même si après 5 ans là, il reste 10% quand même qu'on te prend. 10%. Donc tu donnes 100 € à quelqu'un, il retire 10% sûr. Pas que après peut-être. Il retire 10% sûr. On monte ton dessin, il retire, c'est 10%. Ok, on a dit que bon, c'est peut-être. Mais, si au moins c'est la rentabilité de ça, donc il faisait placement du reste de ton argent et ça remboursait au moins ces 10% là, on avait dit que c'est le cas. Comme vous voulez voir sur la photo que j'ai postée là, il a eu une rentabilité de 114,35. Non, avant, il y a encore un coût qui est rentré. Le coût des gestions de fonds, qui est 5,24%. Ok, c'est pas grand chose. Hein, on peut annuler ça. Donc, on voit que, après avoir retiré tous ces coûts-là, il a eu une rentabilité de 114 € qui sont autour de 10%. Donc, les 5 premières années, on va te couper plus de 30%, ça va peut-être 31 ou 32%. Et avec, si tu as la chance, bon, comme c'est le cas là, si on reste de moyenne, on ne va pas aussi trop mal parler des baratteurs. Hein, les gars, je sais qu'il y a certains peut-être qui me suivent, je ne veux pas trop mal parler de vous. Donc, tu as coupé 30%. La banque, son barateur, se sucre sur ça en coupant 30% de ton épargne pour te donner une rentabilité de 10%. Donc, tu es déjà en perte de 20% de ton argent. Je ne sais même pas si vous en avez, mais ça fait même plaisir. Un gars vient, tu lui donnes ton argent, il retire 30%. Le reste, il fait le placement avec et il te donne 10% de ce qui est resté. Placement de 10% de ce qu'il a placé là. Même un gars qui a fait la 6e sait que ça, c'est pas un bon business. Et si on ajoute encore au fait que la tendance des intérêts que les assureurs dans ces dernières années ne font que diminuer, donc l'année prochaine, là, ça risque de perdre 10%, mon frère. Je ne sais pas combien ça sera, mais probablement plus 10%. Ok, je vais regarder si en temps il y a des gars qui ont posé des questions. Voilà, il n'y a pas de questions. Voilà quoi. Donc, j'espère que j'ai été clair pour vous là. Et que j'espère que, voilà quoi, vous prendrez des mesures avec cette petite introduction là sur pourquoi voilà, ça ne vaut pas la peine de signer un capital Lebensversicherung. Et voilà quoi. J'espère que vous avez aimé. Si vous écoutez sur le podcast, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Ça me motive à parler de finances comme je parle de musique, foot et de la mode. Si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, posez des questions sur Apple Podcast. Vous avez cette possibilité-là. Si vous écoutez sur ce live ici, vous pouvez poser les questions après. Je suis notifié chaque fois que vous faites un commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre aux questions. Allez, vous passez un bon dimanche, bonne soirée et au prochain épisode. Ça sera peut-être cette fois-là très probablement plutôt sur podcast parce que j'essaye de varier où est-ce que les épisodes sont diffusés. Et bonne semaine à tous. Prenez soin de votre argent. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est le but de ce podcast. Vous pouvez ça le faire vous-même sans l'aide de personne. Ciao, ciao.